deux bouquets rois, un boulanger et son gendre, tous deux très rouges, très poussifs, mais des profils superbes. Deux médailles romaines à l'effigie de Vitellius. La querelle venait de là. Il fallait voir comme nos deux bons catholiques se traitaient. Elle est jolie, hein, ton immaculée. Hé, Valente, toi, avec ta bonne mère. Elle en a vu de grises, la tienne, en Palestine. Et la tienne ou la laide, qui sait ce qu'elle n'a pas fait. Demande plutôt à Saint-Joseph. Et ta femme à toi, Rémouleur, pour quelle paroisse tient-elle? Il faut croire qu'il y avait dans cette phrase une intention très comique, car l'impériale tout entière partit d'un gros éclat de rire. Le rémouleur ne riait pas. Il n'avait pas l'air d'entendre. Voyant cela, le boulanger se tourna de mon côté. Eh, vous ne la connaissez pas, sa femme, vous, monsieur? Une drôle de paroissienne, hein? Il n'y en a pas deux comme elle dans bouquet. Un jour, que cette grave question se débattait dans le chapitre, on vint annoncer au prieur que le frère Gaucher demandait à être entendu au conseil. Tu sauras pour ta gouverne que ce frère Gaucher était le bouvier du couvent, c'est-à-dire qu'il passait ses journées dans le cloître en poussant devant lui deux vaches éthiques qui cherchaient l'herbe aux fentes des pavés. Tout à coup, au beau milieu de l'Ave Verum, voilà notre père Gaucher qui se renverse dans sa stalle et entonne d'une voix éclatante. C'est le curé de Cucugnan qui a de belles coucougnettes. Tout le monde se lève, on crie, emportez-le, il est possédé. Les chanoines se signent, la crosse de Monseigneur se démène, mais le père Gaucher ne voit rien, n'écoute rien, et deux moines vigoureux sont obligés de l'entraîner par la petite porte du cœur. Bien sûr, il y a eu cette chanson qui était un peu... Il faut espérer que les novices ne l'ont pas entendue, hein? Et maintenant, racontez-moi bien comment la chose vous est arrivée, hein? C'est en essayant l'élixir, n'est-ce pas, hein? Vous aurez eu la main un peu trop lourde, mais oui, je comprends. Mais, dites-moi, est-il bien nécessaire que vous l'essayiez sur vous-même, ce terrible élixir? Hélas, oui, monseigneur. L'éprouvette me donne bien la force et le degré de l'alcool, mais pour le fini, le velouté, je ne me fie guère qu'à ma langue. 17, 18, 19, 20. Les gouttes tombaient du chalumeau dans le gobelet de vermeil. Ces vins-là, le père les avalait d'un seul trait, presque sans plaisir. Pour lui, il n'y avait que la 21e qui lui faisait envie. Ah, cette 21e goutte! Et finalement, le gobelet fut plein jusqu'à ras-bord. Et le plus terrible, c'est qu'au fond de cet élixir diabolique, il retrouvait, par je ne sais quel sortilège, toutes les vilaines chansons de Tante Bégon. Au couvent des pères blancs, on apprend à jouer de l'épinette. Au couvent des pères blancs. Eh bien, mes frères, rassurez-vous. Dorénavant, tous les soirs, nous réciterons à votre intention l'oraison de Saint-Augustin. Avec ceci, quoi qu'il arrive, vous êtes couverts. C'est l'absolution pendant le péché. Et moi-même, un peu troublé, je m'approche sur le seuil en criant bien fort. Bonjour, braves gens, je suis l'ami de Maurice. Ou alors, si tu l'avais vu, le pauvre vieux, si tu l'avais vu venir vers moi, me tendre les bras, m'embrasser, courir égaré dans la chambre en faisant « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Toutes les rides de son visage riaient, il était rouge, il bégayait. « Ah monsieur! Ah monsieur! Comment va-t-il? Qu'est-ce qu'il fait?
vient-il pas? Est-ce qu'il est content? Parlez plus fort. Elle a l'oreille un peu dure. Et l'autre de son côté? Un peu plus haut, je vous prie. Il n'entend pas très bien. Le vieux qui tremble et qui se hisse, les petites bleues cramponnées à sa chaise, Mamette derrière, haletante, les bras tendus. Et avec tout cela, un léger parfum de bergamote qui s'exhale de l'armoire ouverte et des grandes piles de linge roux. Vous avez bien de la chance, vous, d'Amaïgé. C'est ma femme qui les a faites. Vous allez goûter quelque chose de bon. Hélas, sa femme les avait faites, mais elle avait oublié de les sucrer. Que veux-tu? On devient distrait en vieillissant. Elles étaient atroces, vos cerises, ma pauvre Mamette. Mes frères, vous me croirez... Mes frères, vous me croirez si vous voulez, mais l'autre nuit, je me suis retrouvé, moi, misérable pécheur, à la porte du paradis. Je frappais, Saint-Pierre m'ouvrit. Oh, tiens, c'est vous, mon brave monsieur Martin, quel bon vent. Et qu'y a-t-il pour votre service? Eh bien, bon Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clé, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, si vous avez des cucugnanais au paradis? Pam, pam. Qui frappe? Le curé de Cucugnan. De Cucugnan. L'abbé Martin, n'est-ce pas? Pour vous servir, monsieur l'ange. Alors, vous dites donc Cucugnan. Et l'ange ouvre et feuillette son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux. Je vis à ma main gauche une porte. Non! Un portail! Un énorme portail tout baillant comme la porte d'un grand four. Oh, mes enfants, quel spectacle! Oh, ben là, on ne demande pas mon nom. La pointe de registre, par fournée et à pleine porte, on entre là, mes frères, comme le dimanche vous entrez au cabaret. Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi? Me fait en me piquant de sa fourche un démon cornu. Ah ouais, et moi je n'entre pas, oh. Et je suis un ami de Dieu. Tu es un ami de Dieu? Eh bien alors, que viens-tu faire ici? Et le tortillard, qui lorsqu'il me rencontrait portant le bon Dieu, filait son chemin, la barrette sur la tête, la pipe au bec, fier comme Artaban, comme s'il avait rencontré un chien. Et Poulon, avec sa Z, et Jacques, et Pierre, et Tony. Vous sentez bien, mes frères. Vous sentez bien que ceci ne peut pas continuer. Vendredi, les femmes, oh, je dirais pas d'histoire, hein. Et vendredi, le meunier. Ça n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul. Monsieur le sous-préfet est en tournée. Coché devant, laquais derrière, la calèche de la sous-préfecture l'emporte majestueusement au concours régional de la pompe aux fées. Venez par ici, monsieur le sous-préfet. Pour composer votre discours, vous serez beaucoup mieux sous mes armes. Monsieur le sous-préfet est séduit. Il saute à bas de sa calèche, dit à ses gens de l'attendre, qu'il va composer son discours dans le petit bois de Chêne Vert. Dans le petit bois de Chêne Vert, il y a des oiseaux, des violettes et des sources dans l'herbe fine. C'est un artiste, dit la fauvette. Non, dit le bouquebreuil. Ce n'est pas un artiste, puisqu'il a une culotte en argent.
C'est plutôt un prince. C'est plutôt un prince, dit le Bouvreuil. Ni un artiste, ni un prince. L'interrompt un vieux rossignol qui a chanté toute une saison dans les jardins de la sous-préfecture. Je sais ce que c'est un sous-préfet. Comme il est chauve, remarque une alouette à grande huppe. Les violettes demandent. Est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est méchant, demandent les violettes? Le vieux rossignol répond. Mais pas du tout. Lorsque, au bout d'une heure, les gens de la sous-préfecture, inquiets de leur maître, sont entrés dans le sous-bois, ils ont vu un spectacle qui les a fait reculer d'horreur. Monsieur le sous-préfet était allongé sur le ventre, Dans l'herbe, débraillé comme un bohème, il avait mis son habit bas et, tout en mâchonnant des violettes, monsieur le sous-préfet faisait des vers. Pour aller au village, en descendant de Montmoulin, on passe devant un mas bâti près de la route, au fond d'une grande cour plantée de micocouliers. C'est la vraie maison du ménager de Provence. Avec ses tuiles rouges, sa large façade brune irrégulièrement percée, et tout là-haut, la girouette du grenier, la poulie pour hisser les meules, et quelques touffes de foin brun qui dépassent. Et je vis au fond de la cour, accoudé, la tête dans ses mains sur une large table de pierre, un grand vieux, tout blanc, avec une veste trop courte et des culottes en lambeaux. Un des hommes me dit: c'est le maître. Il est comme ça depuis le malheur de son fils. Le lendemain, à l'aube, la mère entendit quelqu'un traverser sa chambre en courant. Elle eut comme un pressentiment. « Jean, c'est toi ?» Jean ne répond pas. Il est déjà dans l'escalier. Vite, vite, la mère se lève. « Mon fils, où vas-tu » Il monte au grenier. Elle monte derrière lui. « Mon fils, au nom du ciel, réponds-moi » Il ferme la porte et tire le verrou. « Jean, mon Jeannet, que vas-tu faire » À tâtons de ses vieilles mains qui tremblent, elle cherche le loquet. Une fenêtre qui s'ouvre, le bruit d'un corps sur les dalles de la cour, et puis c'est... Deux dindes de truffées, Garrigou! Oui, mon révérend, deux dindes magnifiques, bourrées de truffes. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue. Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes, donne-moi vite vos surplis, Garrigou! Et de deux! C'est la troisième messe qui commence. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver dans la salle à manger, mais hélas, à mesure que le réveillon approche, l'infortuné Balaguer se sent pris d'une folie, d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue, les dindes rôties, les carpes dorées sont là. Retire-toi de ma vue, mauvais chrétien. Ta faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu. Ah! Tu m'as volé une messe de minuit. Eh bien, tu m'en diras 300 en place, et tu n'entreras en paradis que lorsque tu auras célébré ces 300 messes dans ta propre chapelle, et en présence de tous ceux qui ont péché par ta faute, et avec toi. Notre pays, mon bon monsieur, n'a pas toujours été un endroit mort et sans renom comme il l'est aujourd'hui. Autre-temps, il s'y faisait un grand commerce de meuneries, et 10 lieues à la ronde, les gens des masses nous apportaient leur blé à moudre. Maître Cornille était un vieux meunier vivant depuis 60 ans dans la farine et enragé pour son état. L'installation des minoteries l'avait rendu comme fou. Pendant 8 jours, on le vit courir par le village, ameutant tout le monde autour de lui et criant de toutes ses forces qu'on voulait empoisonner la province avec la farine des minotiers. « N'allez pas là-bas »
disait-il. Ces brigands-là, pour faire le pain, se servent de la vapeur, qui est une invention du diable. Tandis que moi, je travaille avec le Mistral et la Tramontane, qui sont la respiration du bon Dieu. Mais personne ne l'écoutait. Quand on passait devant, on voyait la porte toujours fermée. Les grosses ailes toujours en mouvement. Le vieil âne broutant le gazon de la plateforme et un grand chat maigre qui prenait le soleil assis sur le rebord de la fenêtre et vous regardait d'un air méchant. En faisant danser la jeunesse avec mon fifre, je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite Vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre et au fond, je n'en fus pas fâché parce que, après tout, le nom de Cornille était en honneur chez nous. Et puis, ce joli petit passereau de Vivette m'aurait fait plaisir à avoir trotté dans ma maison. L'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre pour voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin. Chose singulière, la chambre de la meule était vide. Pas un sac, pas un grain de blé, pas la moindre farine au mur ni sur les toiles d'araignée. On n'y sentait pas même cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui embaume dans les moulins. Sitôt dit, sitôt fait. Tout le village se met en route. Et nous arrivons là-haut avec une procession d'ânes chargés de blé. Et du vrai blé cette fois. Il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main. Et il disait tout en pleurant et en riant, c'est du bon blé, Seigneur Dieu, du vrai blé. Laissez-moi que je le regarde. Et puis un beau jour, Maître Cornille mourut. Et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer. Pour toujours cette fois. Cornille est mort, personne ne prit sa suite. Que voulez-vous, monsieur? Tout a une fin en ce monde. Et il faut croire que le temps des moulins à vent était passé.